Donc bonjour à toutes et tous, on va donc commencer ce débat sur une discussion stratégique sur les coordonnées actuelles pour penser nos émancipations. Donc je suis Franck Gaudichaud, commission internationale du NPA et de la revue Contretemps. Je vais introduire brièvement le débat et passer donc la parole à Daniel Obono, qui est député de la France Insoumise. Ça nous paraissait aussi intéressant de l'inviter puisque Daniel a participé à la fondation du NPA en 2009 et ensuite a choisi une autre voie politique, mais on est évidemment en contact depuis. Et aussi ensuite donner la parole à François Sabado, donc, qui lui aussi est un acteur important non seulement de l'histoire de la Ligue communiste révolutionnaire, mais aussi du NPA. Vous le savez toutes et tous, on est nous dans une situation de recomposition, on essaie de repenser un peu nos stratégies, nos positions, on essaie de repenser la période, et donc ça nous semble fondamental d'être en discussion avec plusieurs espaces des gauches et des gauches radicales, et aussi de pouvoir avoir cette discussion au plan stratégique, vu la situation actuelle qui est quand même assez tendue, aussi bien au plan mondial que national. Alors, je vais minuter pour être sûr de ne pas me faire engueuler par les camarades. Alors, je vous propose trois petits points. Moi, je vais faire un éclairage plutôt international, ensuite atterrir en France, et ensuite poser quelques questions qui pourra permettre de dialoguer donc avec Daniel Obono et François Sabado. Sur le plan international, la situation évidemment c'est celle de l'urgence sur presque tous les points. On pourrait parler évidemment du basculement climatique qui nous menace toutes et tous dans notre vie sur la Terre, le productivisme, le capitalocène, comme on dit. Donc là, je pense qu'on a vraiment une urgence qui est impérieuse, qui nous oblige à tout repenser d'une certaine manière et qui nous oblige aussi à penser quel front commun on peut mettre en place pour affronter cette conjoncture. On voit aussi les tensions au niveau géopolitique, au niveau de l'impérialisme, au niveau de la montée en puissance du militarisme, évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi dans plusieurs autres parties de la planète. La montée en puissance des affrontements entre les États-Unis et la Chine, qui sont aussi des affrontements de tous les dangers, on voit bien en mer de Chine. L'impact de la pandémie mondiale, bon, voilà, on est quand même dans un contexte mondial qui est un peu pesant, on pourra dire ça comme ça, un peu dangereux sur tous les plans. Il faudrait rappeler la crise des migrants, des réfugiés, la répression contre les migrantes et les migrants, la façon dont l'Europe, justement, les traite, ou plutôt les maltraite. La montée en puissance, j'espère qu'on en parlera, et très certainement on en reparlera, des xénophobies, des autoritarismes, de l'extrême droite à une échelle européenne et mondiale. Et puis toutes les attaques contre les droits des femmes, les droits LGBTQI, etc. Malgré tout, malgré donc cette situation qui est assez catastrophique, on voit aussi une montée en puissance des résistances populaires, des explosions sociales un peu partout. On ne va pas faire la liste. Moi, je regarde en particulier du côté de l'Amérique latine. Dans la dernière période, il y a eu des nombreux soulèvements populaires en Colombie, au Chili, en Haïti. On pourrait parler évidemment des printemps arabes, on pourrait parler de la dynamique des luttes aussi en Europe. Et ça sera un des points qui sera traité ici. Évidemment, les luttes sur la question des retraites en France, mais on a vu la remontée en puissance des grèves, par exemple, au Royaume-Uni, qui est assez impressionnant. Des résistances donc, qui se multiplient à l'échelle planétaire. On pourrait citer l'Iran, les mouvements féministes, les résistances de la jeunesse, notamment sur le plan de l'écologie, des occupations, des ZAD. Voilà, il y a de la colère sociale, il y a de la radicalité. Mais la question, c'est comment on fait pour articuler tout ça face à l'urgence du moment, qui n'est pas seulement climatique, comme je viens de le rappeler. En France, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a d'une part l'agenda du néolibéralisme autoritaire, celui de Macron,
qui représente vraiment l'hégémonie, ou plutôt le bloc bourgeois, mais qui est en crise d'hégémonie, mais qui domine toujours très largement, qui est dans une dérive autoritaire accélérée. On voit le régime politique de la Ve République est en crise, et il continue à dérouler ses contre-réformes, il continue à dérouler la répression, et on voit voilà, une orientation de plus en plus autoritaire, clairement xénophobe avec l'affreux Darmanin, etc. Je ne vous fais pas un dessin, vous êtes toutes et tous au courant. Et dans cette crise des institutions, et plus largement en fait de ce qu'est la domination de la bourgeoisie en France, de l'autre côté, il y a la montée en force, évidemment, de l'extrême droite. Et donc l'urgence du moment, c'est celle-là aussi. C'est comment on va faire pour freiner ce qui apparaît de plus en plus comme inéluctable, cette montée en puissance du zémourisme, de Marine Le Pen. On voit que même dans la séquence qu'on vient de vivre, pendant les 3 mois de résistance, de lutte de classe qu'il y a eu en France, malgré tout, Le Pen continue à monter, en tout cas si on en croit les sondages. Et ça pose quand même une question immédiate, une question de front large, antifasciste, mais plus largement de comment on peut mettre en place une résistance qui soit articulée. Si on regarde enfin du côté des luttes sociales, de la gauche sociale et politique, on pourrait dire ça comme ça, au plan des mouvements populaires en France, quand même, les dernières années, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de résistance populaire. Elles ont été multiples, elles ont été radicales. Je pense aux Gilets jaunes, par exemple. C'est quand même pas une petite affaire ce qui s'est passé pendant des mois et des mois, qui à un moment donné a vraiment montré qu'il pouvait menacer, y compris le pouvoir en place. Peut-être que j'exagère un peu, mais en tout cas une grande radicalité et un ancrage de classe dans cette radicalité. L'antiracisme politique est là et est bien installé, même s'il y a des divisions. Les luttes contre l'islamophobie, les luttes dans les quartiers sont vraiment essentielles et sont dynamiques, et pas qu'en région parisienne. Les mouvements féministes, évidemment, les appels à la grève féministe, on a une grande variété et une grande radicalité féministe installée dans le pays. Et puis ce que j'ai cité tout à l'heure, en France c'est le cas aussi, on l'a vu ici en Occitanie, sur la question de l'A69 par exemple, mais dans plein d'autres luttes, à Sainte-Soline, sur les méga-bassines, la question d'une écologie politique radicale, ancrée, qui appelle aussi à d'autres manières de résister, en tout cas qui nous interpelle à mon avis, en tant que parti politique, sur comment repenser nos luttes ancrées dans les territoires sur la question du basculement climatique. Et là, la jeunesse est en première ligne. Donc, fin du monde, fin du mois, on sait c'est le même combat, mais une fois qu'on a dit ça, le problème c'est comment on fait pour penser de manière stratégique sur le moyen et le long terme pour articuler tout ça. Et puis après, il y a la gauche politique, évidemment. Dans la dernière période, on voit bien qu'il y a une recomposition très forte dans les espaces des gauches en général. On a parfois dit qu'il y avait les 3 pôles, au niveau en tout cas parlementaire, c'est-à-dire l'extrême droite, le macronisme, et un 3e pôle qui s'est recomposé notamment autour de la France insoumise. Donc il y a eu un déplacement quand même important au sein des gauches parlementaires, puisque c'est désormais l'axe de la France insoumise qui articule essentiellement la NUPES, et donc sur une orientation beaucoup plus clairement anti-néolibérale. Et c'est plutôt une bonne nouvelle de notre point de vue, que ce ne soit plus le social-libéralisme qui domine la gauche parlementaire. On pense aussi que les dernières campagnes électorales, elles ont montré, notamment autour de cet axe FI, qu'il était possible, avec un discours de rupture avec le néolibéralisme, contre l'islamophobie, qui proposait la planification écologique, qui proposait un ensemble d'un programme de réformes quand même radicales, malgré tout, de concurrencer le pôle de l'extrême droite et le pôle du bloc bourgeois Macron. Donc ça, c'est aussi là-dessus qu'on va discuter, c'est dans ce contexte-là qu'on veut alimenter la discussion, sans oublier la discussion stratégique qu'on va avoir aussi avec nos camarades libertaires, avec l'ensemble de l'extrême gauche en France, qui, comme vous le savez, connaît une période d'émiettement façon puzzle, mais qui continue à peser très largement quand même dans les luttes sociales au quotidien.
Sur la NUPES et sur la LFI, évidemment, on a des points de discussion, et c'est aussi l'idée de cet atelier ou de cet échange avec Daniel et François. Il y a quelques temps, on a publié, je ne sais pas si tu l'as vu Daniel, un article de Patrick Lemoal sur la LFI et qui disait géant au pied d'argile, point d'interrogation. Avec notamment plusieurs points de discussion, c'est-à-dire effectivement la LFI réussit à recomposer autour d'elle un nouveau bloc, notamment au Parlement, mais pas qu'au Parlement, et donc à déplacer l'aile social-libérale. Et en même temps avec des points de discussion importants, par exemple sur la question de l'ancrage social dans les classes populaires, au-delà des échéances électorales. C'est une vraie question. Par exemple, quand vous parlez du bloc populaire, comment on fait, comment on construit cet ancrage populaire pour pas que ça soit seulement une machine parlementaire ou électorale. De notre point de vue, l'enjeu, c'est quand même comment on s'organise au sein de notre classe, de notre camp social, dans une perspective de rupture avec le capitalisme. D'autre part, nous, au niveau du NPA, vous le savez toutes et tous, on est en train de repenser comment s'organiser, comment penser faire partie, après plusieurs crises. Et ça pose la question aussi des organisations internes. Donc il y a toute l'histoire du mouvement gazeux, de la démocratie interne, qui à mon avis est vraiment centrale, qui y compris est posée chez vous par Clémentine Autain, par d'autres camarades, sur est-ce qu'un mouvement gazeux très vertical permet de recomposer une gauche pour le XXIe siècle dans une perspective de rupture anticapitaliste. La question du féminisme, l'affaire Quatennens, etc. Du côté de la gauche révolutionnaire, il faut aussi qu'on soit modeste et autocritique, évidemment. On n'est pas en super état, et c'est là-dessus aussi qu'on va discuter. Comment on recompose, comment on pense un anticapitalisme à la fois radical et unitaire, comment on peut penser ce qu'on appelle, nous, penser un projet de société pour transformer radicalement et combattre le capitalisme, le patriarcat, toutes les dominations qui sont imbriquées les unes aux autres, et continuer à penser en même temps des fronts sociaux et politiques les plus larges possibles face à l'urgence dont je viens de parler. Il y a aussi la discussion de la forme elle-même. Quelle forme politique on veut ? Par exemple, la forme parti, il y a toute une partie de la jeunesse qui pense que les partis, ça ne sert plus à rien. Nous, on continue à penser qu'il nous faut un collectif politique, une sorte de... Il y a Ben Saïd, je ne sais plus comment il disait, un accélérateur stratégique, qui nous permet de penser collectivement et que ça ne soit pas le fait de quelques-uns, et en même temps avoir une organisation qui soit démocratique. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un parti politique ou un mouvement politique avec une perspective de rupture anticapitaliste, féministe et écosocialiste. En conclusion, pour vous laisser la parole, 2 points. À court terme, il nous semble qu'il faut continuer à taper sur ce clou-là, c'est-à-dire construire des fronts sociaux et politiques face à l'extrême droite, face à l'urgence climatique, face au macronisme. Dans la conjoncture, évidemment, c'est une urgence absolue. On voit qu'il y a une remontée des luttes avec le mouvement des retraites et en même temps, qui continue à avancer malgré tout. Donc ça pose la question de l'intersyndicale, ça pose la question de la massivité du mouvement, mais aussi de ses limites. Je sais que François, vous voulez en parler. Quel bilan on fait de la conjoncture là, des 3 derniers mois de lutte et comment nous, en termes politiques, on peut traduire ça pour renforcer la résistance au macronisme et à l'extrême droite dans une perspective déjà éloigné de l'autoproclamation, du catéchisme révolutionnaire, et en même temps, de notre point de vue, il faut maintenir l'orientation de rupture avec le capitalisme, mais continuer à discuter de manière unitaire et créer des fronts, parce qu'on a besoin que notre classe soit unie face justement à l'offensive aussi bien macroniste que le péniste. Et d'autre part, c'est la deuxième question, la question plus stratégique, on pourrait dire ça comme ça. Ben Saïd, justement, parlait des hypothèses stratégiques. C'est vrai que dans notre tradition, la grande hypothèse stratégique, c'était quoi ? C'était la grève générale insurrectionnelle. C'est comme ça qu'on voulait rompre l'appareil d'État bourgeois et affronter le capitalisme. Et donc là aussi, c'est la discussion qu'on a avec la LFI, évidemment. Dans un entretien, là aussi, à Contretemps, que tu avais fait il y a 1 an à peu près, tu disais, à un moment donné, ils disent, oui, mais donc... tu es parti d'organisations révolutionnaires, aujourd'hui tu es dans des organisations réformistes, et toi tu disais non, de mon point de vue, la LFI reste dans une perspective de stratégie révolutionnaire.
En même temps, voilà, la révolution citoyenne, la révolution par les urnes, c'est ça qui nous questionne évidemment. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de discuter avec toi. On pense qu'il reste qu'à un bout d'un moment, dans l'affrontement, il y aura la question de l'État qui est posée. On ne peut pas seulement gérer l'appareil d'État, même si on arrive à avoir, y compris éventuellement, des majorités parlementaires. Il y a une note qui est sortie il n'y a pas longtemps d'un collectif qui s'appelle L'Intérêt Général sur les verrous, je ne sais pas si tu as vu ça. C'est-à-dire, même si la LFI arrive à gagner le gouvernement avec son programme, en termes d'affrontement de classe, eh bien, très rapidement, on irait vers rupture avec l'Union européenne ou alors carrément recul par rapport à ce qui était prévu par ce programme. Donc la question de la révolution citoyenne, l'autre idée, c'est on a 50 ans du coup d'État au Chili. L'expérience Allende continue à peser dans les réflexions stratégiques. Et je sais que l'Amérique latine, justement, elle a été au cœur, notamment des réflexions de Jean-Luc Mélenchon, mais d'autres. Si on fait le bilan aujourd'hui du chavisme, du coréisme, des gouvernements dits progressistes en Amérique latine, ça pose aussi des questions très claires à partir de l'État, est-ce qu'on peut véritablement transformer la société? Comment on peut articuler les luttes sociales et les espaces institutionnels? Ou, je vais finir là-dessus, le Chili. Je sais que du côté de la LFI, et nous aussi du côté de l'NP, on a beaucoup regardé le Chili, parce qu'il y a eu un soulèvement populaire, un gouvernement de gauche alternative et une assemblée constituante. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, c'est l'extrême droite pinochetiste qui va rédiger la nouvelle constitution. Et donc ça, c'est quand même une leçon de choses pour les gauches, à mon avis, en sachant que le gouvernement Boric n'a fait passer quasiment aucune des réformes promises, parce qu'il y a des blocages et des verrous institutionnels, aussi parce qu'il a renoncé à mobiliser sa base sociale, et aussi par la faiblesse des gauches anticapitalistes ou révolutionnaires. Le dernier aspect, c'est sur l'internationalisme, la stratégie internationaliste. Donc vous parlez notamment d'une stratégie altermondialiste, et en même temps, pour nous, le centre, c'est de continuer à dénoncer l'impérialisme français, évidemment, c'est essentiel. L'opération Wambushu à Mayotte, par exemple, mais la stratégie impérialiste française en Afrique et ailleurs. Et donc là aussi, évidemment, on a la discussion quand, par exemple, Mélenchon parle de la grande patrie universelle, que serait la France. Pour nous, la France, c'est avant tout une puissance impérialiste, et c'est là-dessus qu'on doit construire notre perspective éco-socialiste. Et je pense que ça, c'est un point de discussion commun qu'on peut avoir. Donc voilà quelques pistes. La question de l'État, des institutions, de l'internationalisme notamment, mais aussi de la conjoncture de lutte qu'on vit actuellement en France. Et je te passe tout de suite la parole, Daniel. Merci beaucoup, Franck, et merci au NPA de m'avoir invité à cet échange. Je suis très heureuse d'être là. Sont également présentes les deux députés toulousains, Adrien Clouet et Anne Stambach-Ternoir, excellents députés toulousains et toulousaines, je dois le dire, et plusieurs camarades de la LFI NUPES qui tiennent notamment le stand. Je voulais commencer peut-être par expliciter un peu d'où je parle, parce que tu l'as évoqué, on a milité ensemble. Je milite depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que je suis aujourd'hui, depuis quelques temps, dans une situation assez particulière. Je suis députée de la France Insoumise de Paris, et ce qui est une position particulière dans un moment, tu l'as évoqué, je voulais revenir là-dessus dans un premier temps, assez inédit, y compris avec l'expérience que je pense on partage tous des grandes mobilisations sociales de notre pays, d'une lutte des classes intense, mais je pense que le moment particulier que l'on vit est un peu un moment tournant de ce qui peut advenir dans le futur, d'un côté ou d'un autre. Et c'est... on l'a beaucoup dit, y compris dans la gauche radicale et l'extrême gauche, l'histoire nous mord la nuque et compagnie. Peut-être que François en reparlera de cette expérience-là des années 60-70 et de ce sentiment d'urgence. Mais je crois, alors peut-être parce qu'on est tous là-dedans, que cette urgence-là, à plusieurs titres, et notamment tu l'as évoqué, la question de l'urgence climatique, ne s'est jamais fait sentir avec une telle intensité et à une échelle
aussi massive, parce que c'est une perception qui est aujourd'hui très largement partagée. Donc ici, je parle en tant que députée, avec cette expérience-là maintenant de 5 ans de l'institution, et en même temps également en tant que militante LFI, dirigeante du mouvement, que je considère moi être effectivement dans une stratégie révolutionnaire. Et on pourrait discuter de la révolution, qu'est-ce qu'on met derrière. Mais en tous les cas, pour moi, ce que nous portons comme programme et comme stratégie, c'est à la fois de prendre le pouvoir, mais de prendre le pouvoir pour changer le monde. Et pour moi, c'est un axe central qui détermine pas la dynamique révolutionnaire, mais qui donne au moins une boussole qui est la boussole d'une rupture. Et pour nous, c'est essentiel, y compris dans ce qui est aujourd'hui la NUPES et la coalition de forces électorales, mais je pense que c'est plus large que ça. Pour moi, la NUPES, elle n'existe que parce qu'il y a un programme de rupture, et il n'y aurait pas de NUPES s'il n'y avait pas la rupture. Il y a non seulement la dimension de rupture de mon point de vue, mais aussi les modalités avec lesquelles on pense non seulement qu'il est possible de prendre le pouvoir, mais de transformer le monde, parce que autant la question des institutions, elle est importante, elle est cruciale, mais la question de la mobilisation et de l'auto-organisation des masses, pour prendre un vocable, on va dire, un peu générique, nous on parle du peuple, mais dans ce peuple, il y a effectivement plusieurs composantes, et il y a notamment une cruciale, celle de la classe ouvrière. Pour nous, c'est ça le centre de gravité de la lutte. Et c'est pour ça que je considère que c'est une stratégie révolutionnaire, parce qu'il s'agit de redonner du pouvoir à celles et ceux qui sont dans le système actuel opprimés et dominés, et d'établir un régime politique qui leur donne les pleins droits, pas simplement politiques, mais également économiques et sociaux. Je crois que, peut-être pour illustrer un peu ce que ça signifie concrètement dans le moment d'épreuve de force dans lesquelles on est toujours, parce que je crois qu'on est dans une épreuve de force autour de la question des retraites, et que cette épreuve de force n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée. Je voudrais illustrer un peu la traduction de ce qu'on défend à la France Insoumise NUPES par la stratégie qu'on a eue au cours des derniers mois dans la bataille sur la réforme des retraites. On a eu une stratégie qui a commencé par être celle de la mobilisation. On avait appelé, notamment assez tôt, avant même les dates de l'intersyndicale, à une grande marche sur la question des retraites qui a eu lieu le 21 janvier, 2 jours après la première mobilisation intersyndicale, mais qui était appelée bien avant, parce qu'il nous semble toujours que la question des retraites, mais en fait toutes les luttes sociales, si les forces syndicales ont une légitimité très forte, première, dans la question des salariés, de la lutte dans les entreprises, dans le monde du travail, elle n'est pas exclusive de l'intervention politique au sens large, parce que ce n'est pas simplement en tant que salarié, mais c'est aussi en tant qu'habitants et habitantes, et en tant que citoyens et citoyennes, que nous sommes impactés par les attaques et le programme de la droite, de la Macronie et de tous les gouvernements au service des dominants qui se sont succédés au cours des décennies précédentes. Et donc, nous assumons à la fois le respect des syndicats et de leur légitimité et de leur primauté, on va dire, dans le monde du travail. Nous appelons et nous soutenons et nous continuons à appeler à soutenir et à participer aux mobilisations de l'intersyndicale, mais nous pensons aussi que les forces politiques ont un rôle et une légitimité à jouer. Et c'est pas du tout une remise en cause de la charte d'Amiens ou quoi que ce soit. Encore faudrait-il qu'on discute de ce qu'était la charte d'Amiens, qui n'est pas, de mon point de vue, la vision qu'on nous donne de exclusion des partis d'un côté et des syndicats dans l'autre. Je pense que c'est des débats qu'on pourrait avoir, mais dans tous les cas, dans le respect de l'autonomie, l'indépendance des syndicats, nous pensons que les politiques ont à jouer dans les luttes sociales. Et voilà pourquoi on a porté pendant plusieurs semaines la nécessité d'une grande marche qui réunisse largement, au-delà des salariés, le peuple, les chômeurs, les étudiants, voilà, toutes ces catégories de la société. Et pour nous, c'est le point nodal, parce qu'on pense que
c'est par l'auto-organisation, par ce rapport de force sociale, par en bas du peuple, qu'on peut, y compris, influer sur les institutions. Et je pense que, par ailleurs, les 3 mois qui viennent de se dérouler ont illustré ce fait-là. Je crois que ce qui s'est passé, notamment dans le débat parlementaire, a montré que c'est parce qu'il y a eu une mobilisation de ce type-là que ce que, en théorie, la Macronie avait comme, on va dire, majorité sur le papier, sur une réforme comme celle des retraites, où LR est d'accord sur le fond et où, avec LR, ils ont une majorité écrite sur le sujet. Ils n'ont pas été capables de la traduire parce qu'il y a eu cette mobilisation. Et pour nous, la bataille parlementaire, excusez-moi, elle n'a jamais eu que pour but d'être un point d'appui, d'être un ferment de la mobilisation sociale. Pas simplement parce que le rapport de force parlementaire est ce qu'il est, mais parce qu'il nous semble que, notamment, c'est, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que l'épreuve de force et ce qui a prouvé les 3 derniers mois, c'est qu'il ne suffit pas de se mobiliser, il faut bloquer le pays, et pour bloquer le pays, pour établir le plus gros rapport de force possible face au gouvernement et au patronat, c'est la grève, et c'est ce levier-là, le premier levier qu'ont les travailleurs face aux capitalistes, qui est le meilleur moyen pour y arriver. Et je pense que ça fait partie des débats je pense qu'on va avoir plus largement sur la stratégie dans le mouvement, mais pour moi ça me semble crucial. Et de ce point de vue-là, toute l'action de notre mouvement a été dans cette période à la fois de participer aux mobilisations sociales, à la fois d'appeler au blocage du pays, à la grève, et de faire en sorte que le travail parlementaire ne soit non seulement pas un obstacle pour ça, et notamment c'est pour ça qu'on a mené une bataille pour que ce ne soit pas voté en première lecture, pour délégitimer au maximum ce texte, et pour que le gouvernement ne puisse pas se prévaloir d'avoir fait voter la loi. Et donc notre bataille, notamment sur l'article 7, si vous avez suivi un peu les débats et les discussions qu'on pouvait avoir, voire des désaccords sur cette stratégie, a toujours été de dire il ne faut rien faire qui puisse empêcher les salariés de se mobiliser, etc. Et voire même faire en sorte que ça alimente la mobilisation et que ça alimente la détermination et que ça alimente le rapport de force dans la rue. Donc pour moi, en fait, cette séquence a été une mise en pratique de ce que nous portons à la France Insoumise, c'est cette stratégie révolutionnaire qui vise à s'appuyer sur la mobilisation populaire pour impulser des changements institutionnels, mais pas dans l'idée qu'il suffit simplement en fait d'être au pouvoir pour que les choses changent, mais qu'il faut maintenir un rapport de force constant, et y compris nous ce qu'on a toujours dit dans la campagne, c'est que même si on arrivait à avoir un gouvernement, une majorité LFI-NUPES, il faudrait maintenir une mobilisation sociale permanente, parce qu'on aura en face tout le système. On l'a déjà en face alors qu'on n'est même pas au pouvoir, et quand on voit le niveau de violence et des attaques de l'ensemble du système, notamment médiatique vis-à-vis de la France Insoumise et maintenant plus largement de la NUPES, parce que tout le monde est contaminé par cette haine de Mélenchon et de LFI, et tout le monde est ramené, y compris le Parti Socialiste, à l'extrême gauche islamo-gauchiste. À leur dépens. On le sait qu'on va avoir ce que tu évoquais, l'ensemble de l'appareil, y compris l'appareil d'État contre nous. Mais, c'est là où on appuie sur l'articulation. Cette stratégie, elle vise à gagner une majorité. Et donc, elle vise effectivement à mener cette bataille-là sur le plan électoral. Parce que nous pensons que d'abord c'est possible, voilà, si j'étais convaincue à un moment donné de rejoindre la France Insoumise, c'est parce qu'il y avait une stratégie qui disait en fait on veut gagner
On veut, voilà, et je pense que ça, c'est une des forces de la candidature qu'on a portée avec Jean-Luc Mélenchon, c'est l'idée qu'on veut vraiment gagner. Il ne s'agit pas simplement de faire, et c'est utile et c'est nécessaire, et ça a été fait très bien, y compris par le NPA et en fait toutes les forces de la gauche radicale, de l'extrême gauche, qui ont participé à des processus électoraux en disant, voilà, c'est une tribune, ça permet d'élever le niveau de conscience, ça permet de poser des sujets, etc. Et ça, c'est utile. Mais je pense que la différence, en tout cas moi ce qui m'a convaincu, c'est l'idée que on avait une stratégie pour être majoritaire dans le pays, pour gagner, parce qu'on pense tout ce que tu as évoqué dans le contexte de crise du capitalisme, de crise des institutions, et aussi on a des signaux qu'il est possible d'être majoritaire. Je pense notamment à l'expérience de 2005 qui pour moi a été assez, pas fondatrice, mais assez cruciale dans ça, de montrer qu'à un moment donné, on peut convaincre une majorité de la population sur un sujet, voire plusieurs, et ça peut se traduire à un moment donné par une victoire, en tout cas une concrétisation institutionnelle. Et donc oui, pour nous, les élections, ce autour de quoi c'est constitué la France Insoumise sur l'appui à une candidature pour la présidentielle, parce que c'est l'élection majeure du système français, tout en, et je pense qu'on le sous-estime très souvent, le fait qu'on porte la question de la 6e République et du dépassement de la 5e République au cœur de notre programme et de notre stratégie, et ce qui montre aussi que quelque chose que on était très peu à porter, y compris moi, c'est pas la chose qui m'a le plus convaincu dès le départ en rejoignant la France Insoumise, mais que aujourd'hui, par exemple, c'est quelque chose qui parle aux gens en fait. Quand on dit la 5e République est à bout de souffle, après les 49.3 à répétition, après la décision du Conseil constitutionnel, on a un niveau de conscience de la crise des institutions, voilà, qui n'a jamais été aussi fort et aussi haut et aussi tangible. Et ce qui était des slogans de voilà, quelques petits groupes à l'intérieur du Parti Socialiste ou à l'extérieur quand Jean-Luc Mélenchon et les camarades en sont sortis, devient un mot d'ordre qui parle à des millions de gens. Et donc c'est à partir de cette analyse-là concrète, de la situation concrète, des rapports de force, de cette crise-là, cet éclatement du champ politique et du fait que ce qui a fait le macronisme et ce qui a permis qu'il arrive au pouvoir, c'est-à-dire la complète perte de légitimité du social-libéralisme et de la droite traditionnelle, cette crise-là n'a absolument pas été résolue en 2017 et a encore moins été résolue en 2022 par l'élection qui est censée en fait rebattre les cartes. Et on reste dans ce moment des 3 blocs, mais nous on parle de 3 et 4, un 4e bloc, celui de notamment l'abstention, et c'est pour ça qu'on en fait un objet, une cible de notre intervention politique, parce qu'on pense que c'est en arrachant de l'abstention, de la passivité, ces catégories-là, qui peuvent faire basculer et faire le compte pour l'emporter, pour que le bloc populaire, dans lequel on inclut par ailleurs toutes les expressions politiques, y compris de l'extrême gauche et de ce qui a été construit depuis la première candidature d'Olivier Besancenot, ce bloc-là, il peut être majoritaire dans le pays et il peut l'emporter. Et c'est ça notre stratégie institutionnelle. Et je finis rapidement, je vous le fais à la serpe, mais je pense que dans la discussion, on pourra affiner. Sur la question parti-mouvement, d'abord rappeler que la France Insoumise, c'est un mouvement, et c'est pas juste un effet de style, et on se rend compte à quel point c'est pas un effet de style quand il s'agit de construire un mouvement, parce que vous avez peut-être eu des échos, des débats qui nous traversent, qui je pense sont très légitimes, mais sur le fait qu'il y a des camarades qui pensent en fait qu'il faut qu'on devienne un parti, et nous majoritairement on pense qu'il faut rester un mouvement, parce que la forme mouvement, je pense, et aussi la raison pour laquelle on a été en capacité à un moment donné d'être majoritaire. C'est une forme qui répond à l'état à la fois de déconstruction, de démembrement de la classe ouvrière, mais aussi, donc ça il y a un effet négatif, mais aussi l'effet positif de la manière dont des millions de gens en fait considèrent la chose politique et sont prêts à s'impliquer. Donc il y a une manière différente de ce qu'on faisait traditionnellement avec des cellules, avec un engagement global surtout. Et donc cette forme mouvement-là, je pense qu'elle répond au moment politique.
Mais deux choses importantes, c'est que c'est pas, enfin, la formule gazeuse, c'était un peu une formule, un slogan comme sait en faire Jean-Luc, mais ça ne veut pas dire que c'est pas organisé. Ça ne veut pas dire que c'est pas une force collective. Juste pour vous donner un ou deux chiffres sur ce qu'a fait la France insoumise au cours de la dernière période. Ce mouvement, il a, au cours de la dernière période, organisé plus de 20 000 événements déclarés sur la plateforme, plus de 200 réunions publiques et meetings. On a produit 16 millions de tracts, 1 million d'affiches, 2 millions d'autocollants pour la réforme des retraites. Donc c'est une forme organisée, c'est une force collective dont le socle est le programme. C'est vraiment, et on le dit à chaque fois, Jean-Luc Mélenchon ou nous, en tant qu'élus LFI-NUPES, on est les élus d'un programme. Aujourd'hui, le programme de la NUPES, hier, le programme de l'avenir en commun, mais c'est ça qui fait le socle. Et voilà, on pourrait... Ça peut faire référence à d'autres histoires sur le programme de transition, etc. Mais c'est un programme suffisamment radical pour remettre en cause, en fait, le fonctionnement actuel du système. C'est pas un programme révolutionnaire, mais que dans l'état actuel des rapports de force, même pour obtenir ça, il faudra un niveau de confrontation et d'auto-organisation et de rapport de force qui devra mettre en mouvement des masses entières de la population. Et donc le socle, c'est le programme, donc c'est une colonne vertébrale fondamentale. Et dans ça, après, il y a des formes organisées, y compris dans le mouvement de la France Insoumise, il y a des partis qui y participent, je pense au POI, il y a des sensibilités comme les communistes insoumis. Mais l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas de fraction, il s'agit vraiment de dire celles et ceux qui veulent s'organiser et qui sont organisés comme des partis, on n'est pas contre les partis, il y a le parti de gauche qui existe et qui continue à exister, qui participe du mouvement, mais dans le respect de ce qu'est le mouvement. Voilà, une forme, bon je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup dépassé, mais une forme particulière qui se structure, qui se donne les moyens de se structurer. Quand on a développé, lors de notre dernière assemblée représentative, on a une stratégie d'implantation, justement, en s'appuyant sur les conquêtes, on va dire, électorales et les députés qu'on a plus nombreux pour s'inscrire dans le territoire, y compris pour avoir une stratégie vis-à-vis de l'extrême droite, en disant on va aller récupérer tous les endroits qui ont basculé à l'extrême droite et on va aller en rechercher d'autres. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre la forme parti et la forme mouvement, mais je pense qu'aujourd'hui, je finis là-dessus, ce qu'on a réussi à faire avec, y compris la NUPES, montre qu'il y a encore un autre niveau d'alliance et de coalition possible et qui est pour moi aujourd'hui le cadre et le périmètre de la bataille pour l'hégémonie, la bataille stratégique, la bataille pour la prise de pouvoir et qui se fait effectivement avec un centre de gravité qui est un programme de transformation radicale de la société. Voilà quelques éléments, en tout cas pas de réponse, mais de réflexion que j'apporte à ce débat. Merci. Bonsoir, je suis très content d'être là. Je pense que l'élément important que montre cette discussion, c'est qu'on peut aujourd'hui renouer avec le fil de la discussion stratégique, c'est-à-dire comment on peut changer les choses et sur quel point s'appuyer. Et je pense qu'on peut avoir cette discussion parce qu'il y a un tournant dans la situation politique française aujourd'hui. Il y a un tournant dans la situation politique française parce que ce qui vient de se passer, c'est quelque chose qui est assez inédit et qui s'est manifesté peu de fois dans l'histoire du mouvement ouvrier et de notre pays. Les références pour discuter de ce qui vient de se passer en 2023 là, c'est 1968, 1995. C'est de cette mesure. Et donc c'est très important d'avoir ce point de départ parce que ça veut dire que quels que soient les problèmes, les difficultés, les obstacles, les reculs,
il y a toujours, dans une situation politique comme la situation politique française, la possibilité d'un rebondissement de cette ampleur. Premier point. Deuxième point, ça prouve une autre chose, c'est que la lutte des classes est toujours là. Quelles que soient les discussions, et on voit, même dans la gauche et dans le mouvement syndical, comme quoi la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle était, comme quoi il n'y a plus de perspective de transformation sociale, comme quoi il faut quelquefois, on a eu cette discussion avec certains camarades, les classes sociales, doivent être redéfinies, il faut remplacer les classes par le peuple. Je pense que ce qui vient de se passer là, c'est le fait que la lutte des classes, c'est-à-dire l'opposition entre ceux qui possèdent, ceux qui gouvernent et ceux qui sont obligés de vendre leur force de travail, cette opposition-là, elle est structurante dans une société comme une société capitaliste développée comme la société française. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça montre quand même un point de repère fondamental et je crois, quelles que soient les interrogations des uns et des autres et puis même les inconnus, on peut avoir une base fondamentale d'appui, c'est cette lutte de classe. Ce mouvement-là, à partir de là, ce mouvement-là a eu une force historique inédite. Et je pense que c'est ce qui explique l'unité syndicale. L'unité syndicale, on peut discuter les prises de position, la CGT, Berger, tout ça. Bon, on peut tout discuter. Mais la force de l'unité syndicale, elle est liée à la force de la lutte des classes de ce mouvement-là. Et le fait que c'est les tréfonds du pays qui ont été touchés. Moi, le truc qui m'a le plus frappé, c'est les manifs dans les petites villes, dans les petits villages. C'est-à-dire que là, c'est tout le pays, même plus dans certains cas que des mouvements comme dans les années 95 ou même, disons, 68, avec des faiblesses politiques, je vais y revenir. Mais il y a cette force. Maintenant, il y a des limites. Et je pense que les limites sont importantes parce qu'elles montrent les points sur lesquels il faut travailler. Premièrement, il y a eu des millions de personnes dans la rue, mais il y a eu peu de grèves. Cela veut dire une chose, ça veut dire renouer avec des questions sur le plan même pédagogique, le plan de l'explication, le plan de l'expérience sur la nécessité de grève pour obtenir satisfaction, pour défendre des revendications. Deuxième point, la question, et les grèves, il y en a eu dans le transport, la raffinerie, mais très faible. Deuxièmement, la question de la grève générale, elle a été posée, mais pas résolue. Elle est toujours, et je pense que quelles que soient les interrogations et les conceptions stratégiques, on peut discuter, grève générale insurrectionnelle, dualité de pouvoir, tout ça est compliqué, et je pense qu'il ne faut pas avoir d'image, de vision réductrice. Quel que soit cela, la question de la grève générale, on voit qu'il a manqué quelque chose. Et la grève générale, ça a été une des choses qui ont manqué dans cette bataille-là. Troisième point, l'auto-organisation. Je pense là aussi que dans les mouvements qui ont eu lieu et sur lesquels on doit tirer une leçon, c'est la faiblesse de l'auto-organisation. La faiblesse de la prise en charge, la faiblesse des réunions d'intersyndicales à la base, qui avaient existé dans d'autres mouvements. Et donc là, la nécessité de l'auto-organisation est une question très très importante. Enfin, il y a un problème qui est posé. Alors nous ne sommes pas dans si on veut, nous n'avons pas les forces pour faire ça. Mais il y a une leçon, c'est que ce mouvement-là a eu une puissance sociale très importante. Mais il n'y a pas eu la même puissance politique. Sur le plan politique, ce mouvement-là n'a pas eu de traduction politique. Il n'y a pas eu de correspondant politique. Et là, quelles que soient les activités des uns et des autres, compris au Parlement, il n'y a pas eu une situation où il y a une force politique, quelle qu'elle soit, même unifiée, même unitaire, qui a correspondu à un référent politique ou une traduction politique. Et donc, la question qui est posée, et je voudrais revenir là-dessus, c'est pourquoi il y a une telle... excusez-moi. Pourquoi il y a eu ces limites et ces faiblesses? Et là, il faut qu'on prenne un peu de recul
et pas effectivement avoir l'idée de mobilisation conjoncturelle seulement. Il y a des grèves dans le pays. En France, il y a une particularité très importante du mouvement ouvrier français quand on compare le mouvement ouvrier français avec les autres mouvements ouvriers. C'est cette dimension combative. Mais malgré les journées d'action, malgré les gilets jaunes, malgré des mouvements comme 95, on n'a pas pu renverser la tendance dominante néolibérale qui a commencé à la fin des années 70. Cette tendance dominante néolibérale continue à dominer. Et ça, c'est effectivement l'obstacle principal auquel on est confronté. Parce qu'il faut comprendre les limites. On est devant une situation où on a cet ordre néolibéral qui existe depuis presque maintenant plus de 50 ans. C'est exceptionnel une durée d'une contre-réforme néolibérale d'une telle force ou d'une contre-révolution conservatrice. Et ça a pesé sur le mouvement de manière importante. Le deuxième point, c'est le fait que cette contre-réforme néolibérale, elle a fragmenté la classe ouvrière, elle a fragmenté le salariat. Et là, on a eu des réactions, des mouvements très importants, et le fait que la question des 64 ans a unifié le salarié et la classe ouvrière, mais n'a pas pu l'unifier dans le sens des modalités d'action, modalités de réaction dans les entreprises et sur les territoires. Mais plus largement, et là je pense effectivement qu'on doit prendre du recul pour comprendre d'où on doit partir, c'est qu'on a une situation politique en France où on a en fait, d'un certain point de vue, la fin d'une époque. La fin d'une époque, c'est la crise conjointe du réformisme social-démocrate, stalinien, la crise du projet socialiste, mais même la remise en cause de toute une série de formes politiques depuis la fin du XIXe siècle, sur le plan des partis politiques du mouvement ouvrier. Et d'un autre côté, on a l'annonce, et on voit dans ce mouvement-là des éléments d'annonce d'une nouvelle époque. Et on est entre les deux. Il y a le déjà plus, le vieille époque, qu'on voit, qui marque encore et dans lequel on sort. On voit que c'est plus d'un mouvement ouvrier dominé par le Parti socialiste, le Parti communiste, même le projet socialiste qui dominait. Aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas sur le plan idéologique. Mais de l'autre côté, on a effectivement une nouvelle époque il y a des germes qui avancent. Et c'est dans l'entre-deux qu'on doit avoir aujourd'hui nos tâches. Mais dans l'entre-deux, on n'est pas seul. Il y a d'un côté la gauche révolutionnaire, la gauche radicale, la gauche anticapitaliste, toute une série de forces, y compris aujourd'hui en France, par exemple, dans la NUPES. D'un côté, des forces de ce type-là. Mais de l'autre côté, il y a effectivement la droite autoritaire, la droite bonapartiste et surtout l'extrême droite. Et il y a là une situation politique qu'il faut effectivement prendre parce qu'on a aujourd'hui une particularité en France. Là aussi, pas seulement en France, mais une particularité qui frappe le mouvement ouvrier et le mouvement social. C'est la crise démocratique. La crise démocratique. On a une situation où on a un affaiblissement historique des partis réformistes, mais aussi des partis bourgeois. Et à partir de là, dans cette situation-là, on a une marche extrêmement forte vers l'autoritarisme néolibéral, avec des partis bourgeois traditionnels ou en décomposition, mais aussi la montée de partis post-fascistes. Et quand vous prenez la situation en Europe, il y avait un élément qui était montré qu'aujourd'hui, 70% des régimes de la planète sont autoritaires ou néo-autoritaires. Et les régimes, entre guillemets, démocratiques parlementaires sont aujourd'hui minoritaires. On a cette force-là qui est effectivement une force qui est en train de peser sur la situation politique. Donc pas seulement, disons, les recompositions du mouvement ouvrier, mais en face, l'extrême droite, la droite autoritaire, avec les illibéraux en Pologne, en Hongrie, l'évolution fascistoïde de pays comme la Russie ou la Biélorussie, et vous avez les électorats encore, Bolsonaro ou Trump aux États-Unis. C'est pas une petite affaire, c'est presque 50%. Donc vous avez ça. Et là maintenant, le point de vue, je vais conclure là-dessus pour nos tâches
pour voir ce qu'il y a à faire. Il y a une course de vitesse. Il ne faut pas se méprendre. Il y a une course de vitesse entre la gauche, et en particulier la gauche radicale, la gauche anticapitaliste, et les forces autoritaires et les forces fascistes ou néofascistes ou post-fascistes. Bien entendu, on n'a pas comme perspective immédiate si on veut, les années 30 avec une confrontation entre les fascistes et le mouvement ouvrier. Parce qu'il n'y a pas de danger révolutionnaire, donc il n'y a pas aujourd'hui de danger contre-révolutionnaire. Mais dans les années 80, il y avait des camarades, je crois que c'était des camarades anglais, qui avaient parlé de années 30 au ralenti. Et je pense qu'on a une situation de ce type-là. Nous avons une situation politique en France où on voit les années 30 se remettre en cause, non pas dans la précipitation, mais au ralenti, avec des accélérations. Et c'est ça l'élément nouveau. Ce mouvement-là, la grève qui a eu lieu, alerte tout le monde. Il alerte le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, il alerte la gauche révolutionnaire, mais il alerte aussi les fascistes. Il alerte les forces bonapartistes du pays. Et donc là, il va y avoir un choc qui est devant nous. Et il faut voir ça dans la situation politique. Parce que on peut rapidement tirer des leçons et dire c'est un mouvement revendicatif comme les autres. Non, c'est un mouvement revendicatif dans une crise politique comme on a rarement vu. Et ça annonce effectivement des situations politiques difficiles. Alors pour conclure, cela veut dire une chose. Cela veut dire qu'effectivement, il faut remettre au centre une perspective de rupture. Et je crois, quelles que soient les positions des uns et des autres, l'horizon, c'est la rupture. C'est d'abord la rupture anticapitaliste, la rupture écosocialiste. On ne peut pas aujourd'hui poser les problèmes de défense de revendications élémentaires même sans poser les problèmes de rupture avec le système, de rupture sur les problèmes de services publics, donc de propriété, sur les problèmes écologiques, donc effectivement le fait de poser les problèmes de planification écologique. Et donc se posent aujourd'hui les problèmes de la question de la propriété capitaliste, donc d'un programme élémentaire, mais aussi avec cette dimension anticapitaliste. La deuxième question, c'est un programme démocratique. Et ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, parce qu'en face, on a les fascistes, en face, on a les bonapartistes qui préparent le terrain des fascistes, même si ce n'est pas la même chose. Donc la question démocratique. Et sur la question démocratique, c'est des questions de revendication élémentaires contre la répression, pour le droit de manifestation, pour la défense des libertés démocratiques, mais aussi la rupture avec la Ve République. La rupture avec la Ve République, et elle doit aller jusqu'au bout, et on doit poser un problème aujourd'hui, que certains posent, mais que dans la gauche radicale, aujourd'hui, on ne pose pas, c'est le fait de rompre avec l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça a pourri la vie politique, ça a transformé la vie politique en écurie présidentielle. Donc s'il y a une rupture avec la Ve République, si on pose les questions de la démocratie politique au centre aujourd'hui, parce que ce sont des questions centrales, et donc une constituante qui rediscute une constitution démocratique radicale, il faut poser aussi cette question-là. Donc je conclurai par un point, c'est sur ces points-là qu'il faut aujourd'hui combattre pour deux éléments. Premièrement, l'unité d'action, parce que sans l'unité, c'est pas sûr qu'on gagne, mais sans l'unité, c'est sûr qu'on perdra. Donc il faut l'unité d'action avec l'ensemble des forces de la gauche, des forces du mouvement ouvrier démocratique. Et à partir de là, il faut poser effectivement le problème du contenu. Parce que pour poser et faire avancer l'unité, il faut un contenu. En ce qui nous concerne, le contenu qu'on met à la bataille pour l'unité, bataille qu'on appelait dans d'autres temps les batailles pour le front unique des travailleurs, c'est donner un contenu révolutionnaire. C'est donner un contenu anticapitaliste, un contenu de rupture. C'est là-dessus qu'on doit effectivement travailler dans les mois et les années qui viennent, avec la construction d'une force politique anticapitaliste, pluraliste. Donc, quelles que soient les formes, mouvements, partis, forces, le fait que puisse s'exprimer l'ensemble des courants politiques qui, aujourd'hui, forment l'anticapitalisme. Donc, unité,
front unique et force anticapitaliste. Voilà, je crois, à notre mesure et de manière modeste, les tâches qui nous attendent dans les semaines et les mois qui viennent. Merci.